Bonjour à tous, nous allons corriger le questionnaire du chapitre 3 intitulé « Dénombrer des entités ». Alors, commençons par la première question. On considère les entités chimiques suivantes, CO2, Na+, H2O, Cl-, Fe2+, Ag, O2- et Fe. Qualifie ces entités en choisissant parmi les 4 noms molécules, atomes, anions, cations. Alors donnons un embryon de réponse. Voilà. Alors évidemment, on voit que les entités CO2 et H2O sont des molécules, que les entités Ag et Fe sont des atomes, les entités Na+, et Fe2+, sont des cations, et les entités O2- et Cl- que nous voyons là, O2- et Cl- sont des anions. Bon là, c'est pas trop dur, hein. Alors ensuite, on donne ci-après les entités suivantes. Ion chrome 3 Cr3+, ion magnésium Mg2+, ion cuivre 1 Cu+, ion chlorure Cl-, ion nitrure N3-. Écrire les formules brutes des 6 espèces chimiques ioniques à l'état solide que l'on peut former à partir des entités précédemment citées. Alors là, on s'attend évidemment à appliquer l'électroneutralité de la matière à l'échelle macroscopique. Regardons un élément de réponse pour la première question. Alors, on va associer, en fait, il y a 6 façons d'associer. Hein. On va associer d'abord Cr3+ avec Cl-. Donc, on appelle N et P les proportions d'ions Cr3+ et Cl-. Donc, N ion Cr3+ pour P ion Cl-. L'électroneutralité va nous dire qu'il y a autant de charges plus que de charges moins. Donc, on va dire que finalement, le nombre de charges plus dans N ion Cr3+, c'est N multiplié par 3, puisque chaque ion Cr3+, comporte 3 charges plus. Donc, N fois 3 égale évidemment P fois 1. Donc, on choisit les valeurs minimum de N et de P pour donner les proportions. Donc, N minimum, on peut choisir égal à 1 et P minimum égale à 3. On voit bien qu'à ce moment-là, 1 fois 3 égale 3 fois 1. On obtient donc la formule chimique, la formule brute de cette entité ionique, hein, CrCl3. Alors, ensuite, on va associer Cr3+ avec N3-. D'accord? Alors, on y va. Cr3+ avec N3-. Donc, on pose toujours les proportions NCr3+, PN3-. L'électroneutralité nous donne N multiplié par 3 égale P multiplié par 3, c'est-à-dire N égale à P finalement. Donc, on va choisir N minimum égale à 1 et P minimum égale à 1. On obtient donc finalement la formule brute Cr fois N. On ne note pas en indice 1 n'est pas noté en indice. Ensuite, autre élément de réponse, on va associer les ions Mg2+ avec les ions Cl-. N Mg2+ pour P ion Cl-. L'électroneutralité nous donne N multiplié par 2 égale à P multiplié par 1, puisqu'il y a une charge moins. Donc, la valeur minimum de N, eh bien, c'est 1, et la valeur minimum de P, c'est 2. Donc, on aura un composé ionique, ça est à solide, de formule MgCl2. Association suivante, on associe Mg2+ et N3-. Donc, Mg2+, N3-, N Mg2+, Pn3-, donc N fois 2 égale à P fois 3, d'où N minimum, eh bien, ça sera 3, et P minimum, ça sera 2. D'où le composé ionique de formule Mg3N2.
Ensuite, voilà l'association, donc Cu plus avec l'ion Cl-. Donc on aura N ion Cu plus pour P ion Cl-. L'électroneutralité nous fait poser donc que N multiplié par 1 égale à P multiplié par 1, puisqu'il y a une charge plus pour Cu plus et une charge moins pour Cl-. D'où N minimum égale à 1, P minimum égale à 1, d'où CuCl. Et enfin, l'association Cu+, ici, vous voyez, Cu+, avec N3-. L'électroneutralité nous conduit à poser N multiplié par 1 égale P multiplié par 3, d'où N minimum égale à 3, P minimum égale à 1, d'où le composé de formule Cu3N. Alors, nomme les espèces chimiques ioniques à l'état solide de la question Q2. Alors, un exemple, la formule chimique du composé ionique CaF2 à l'état solide, contenant des ions calcium Ca2+, et des ions fluorure Cf-, et le fluorure de calcium. On voit très bien qu'ici, le nom du composé ionique commence par le nom de l'anion fluorure, et finit par le nom du cation, le cation calcium. Alors on va appeler les composés ioniques un peu sur ce schéma-là. Donc on y va. Un exemple, et ensuite on va aller un peu plus vite. Alors on a CrCl3. Alors vous voyez Cl3, donc il y a des ions chlorure et des ions chrome. Donc on commence par l'ion chlorure, donc on va appeler ça, ce composé, on va l'appeler le chlorure de chrome 3. Là, on aura Crn, donc c'est le nitrure de chrome 3. Ensuite, le troisième, MgCl2, le chlorure, donc on commence toujours par le nom de l'anion, de magnésium. Ensuite, Mg3N2, donc on commence par le nitrure, nitrure de magnésium. Ensuite, CuCl, donc le chlorure de cuivre 1, puisque les ions Cu+ étaient appelés les ions cuivre 1. Et enfin, le dernier composé ionique solide, Cu3N, eh bien, contient des ions nitrure, donc on commence par le nitrure de cuivre 1. Voilà. Alors, Q4. Écris les équations de dissolution dans l'eau des 6 solides ioniques de la question Q2. On donne un exemple. L'équation de la dissolution dans l'eau du fluorure de calcium à l'état solide s'écrit CaF2 entre parenthèses S qui signifie à l'état solide, donne une flèche, donc Ca2+ aqueux, c'est formé d'ions Ca2+, donc ces ions Ca2, la dissolution va entraîner une dispersion des ions parmi les molécules d'eau, donc on aura des ions Ca2+ à l'état aqueux, aqu, c'est-à-dire à l'état dissous, plus 2F- à l'état dissous également. Alors on respecte évidemment les proportions. Donc, en résumé, CaF2 solide donne Ca2+ aqueux plus 2F- aqueux. Voilà. Alors, donnons une petite réponse. Si on va mettre CrCl3 dans l'eau, que va-t-il se passer? Regardons. Donc, CrCl3 solide, on sait très bien que ça contient des ions Cr3+, et des ions Cl-. Donc, ça fera Cr3+ aqueux. Et plus 3, évidemment, parce que en se décomposant, il y aura 3 ions Cl- qui vont passer en solution, 3 Cl- aqueux, c'est-à-dire à l'état dissous. Ensuite, CrN à l'état solide, on sait que ça contient des ions Cr3+, et des ions N3-. Tous ces ions-là vont passer à l'état dissous, c'est-à-dire à aqueux, aqu. Donc CrN donne Cr3+ aqu plus N3- aqu. Vous voyez qu'on respecte les proportions 1 Cr3+ pour 1 N3-. Ensuite,
MgCl2 contient des ions Mg2+ et des ions Cl-, donc ça donnera Mg2Cl2 à l'état solide va donner Mg2+ AC plus de Cl- AC, donc à l'état dissous. Vous savez que la dissolution, c'est une composé ionique, c'est la dispersion, qui va à la dispersion des ions dans l'eau et donc à l'état dissous et donc AC. Alors, on y va pour la Mg3N2 à l'état solide, donne 3 Mg2+, parce qu'il y a des ions Mg2+, plus 2 ici, vous voyez 2 en A10, passe ici, 2 N3-, et le tout c'est aqueux, c'est-à-dire que ces ions sont à l'état dissous. Ensuite, CuCl à l'état solide donne Cu+ à l'état aqueux, plus Cl- à l'état aqueux, parce que CuCl contient des ions Cu+, et non Cu2+. Voilà. Et puis enfin, le dernier, Cu3N à l'état solide va donner 3 Cu+ à l'état aqueux. Vous voyez, le 3 à l'indice ici, il passe devant. Ça veut dire qu'il y a eu, pour une entité Cu3N, il y a eu 3 ions Cu+ qui ont pris d'essence, qui sont dispersés dans l'eau, donc à l'état aqueux, plus N3- à l'état aqueux. Bien. Alors, on donne les espèces chimiques de formule CuS, c'est-à-dire le cuivre à l'état solide, C6H12O6 glucose et FeCl3 chlorure de fer 3. L'espèce chimique de formule brute FeCl3, c'est une information, est constituée d'ions Fe3+ et d'ions Cl-. Définit l'entité chimique associée à chacune des espèces chimiques précitées en utilisant le terme adapté parmi les expressions, donc les mots molécules, atomes, anions et ou cations. Alors, un exemple, l'entité chimique associée au solide ionique fluorure de calcium de formule CaF2 est constituée donc d'un ensemble de 1 cation Ca2+, et de 2 anions F-. Alors, regardons un petit peu le cuivre à l'état solide. Première réponse, ici. Entité associée à Cu, c'est un atome de cuivre, tout simplement. Entité associée au glucose, de formule C6H12O6, c'est évidemment une molécule de glucose. D'accord? On a choisi le terme molécule. Ici. Ensuite, maintenant, on s'attaque aux composés ioniques. L'entité associée au composé ionique FeCl3 est constituée de 1 cation Fe3+, et de 3 anions Cl-. Voilà. Alors, un petit peu de calcul. L'ammoniac de formule NH3 est une espèce chimique utilisée pour produire des engrais azotés. Contexte. Donné, on donne les masses des atomes d'azote et d'hydrogène. Mn, voilà, en kilogrammes, et MH en kilogrammes. Détermine la masse d'une molécule d'ammoniac. On y va. On sait très bien que la masse totale de l'entité, c'est la somme des masses de tous les atomes qui constituent l'entité NH3. Autrement dit, on peut écrire une molécule d'ammoniac qui est constituée donc d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène, et donc que finalement la masse de l'entité NH3 est égale à la masse d'un atome d'azote plus 3 fois la masse d'un atome d'hydrogène. Donc on fait l'application numérique. 2,33 10-26 kg, c'est la masse de l'atome d'azote, plus 3 multiplié par 1,67 10-27 qui représente la masse de l'atome d'hydrogène. Alors, sans approximation, on va trouver 2,831 10 puissance moins 26 kg. Et là, nous avons affaire à une addition. Nous allons donc appliquer la règle des décimales. Donc, pas d'arrondi a priori, mais on sait que la règle des décimales nous dit qu'on doit garder le minimum de décimales. Donc ici, dans le premier terme,
on avait 2 décimales. Dans le deuxième terme, on avait 2 décimales. Au total, on va garder le minimum de décimales, soit 2 décimales, 8 et 3. Ce qui fait qu'on va supprimer le 1. Et comme 1 est inférieur à 5, on va arrondir à 2 décimales par défaut. Et on va donc obtenir, d'après la règle des décimales, MNH3 égale 2,83 multiplié par 2,83, vous voyez, il n'y a plus de 1, par 10 puissance moins 26. Voilà, donc c'est par défaut. Alors ensuite, question 7, donne la définition d'une mole d'entité chimique associée à une même espèce chimique. Ça, c'est une question de cours, il faut connaître le cours. Donc, une mole d'entité chimique associée à une même espèce chimique est une collection ou un lot ou un paquet, comme vous voulez, mais lot c'est plus joli, collection aussi ça colle bien, de 6,02 10 puissance 23 entités chimiques identiques. Voilà. Alors ensuite, puisque c'est une espèce chimique, c'est constitué d'entités chimiques toutes identiques. Q8 donne la valeur de la constante d'Avogadro Na accompagnée de son unité. Or ça, le programme ne demande pas de le connaître par cœur, donc on le donnera toujours, mais il convient bien aussi de le retenir, c'est facile à retenir. Na égale 6,02 multiplié par 10 puissance 23, et n'oublions pas l'unité qui est mol puissance moins 1. Voilà, ça il faut le retenir. Alors, soit un échantillon de masse MH, une espèce chimique, dont l'entité associée a une masse M-ante, répond aux questions suivantes. Donc là, Q9 exprime littéralement le nombre d'entités chimiques N présentes dans l'échantillon en fonction de M-ante et MH, indique les unités internationales des grandeurs mises en jeu. Voilà. Donc, donnons, ça c'est du cours, il faut connaître. On sait très bien que dans le cours, N égale M échantillon sur M entité, donc on va l'appeler en respectant les notations MH sur M ante, avec MH et M ante étant exprimés, et il faut le dire, avec la même unité de masse. Alors on peut dire le kilogramme par exemple, ou le gramme, la tonne, comme on veut, et N étant sans unité, puisque c'est un rapport de 2 grandeurs de même nature. Alors ensuite, Q10 exprime littéralement la quantité de matière petite n contenue dans l'échantillon d'espèces chimiques en fonction de Na, constante d'Avogadro, et de grand N, nombre d'entités contenues dans l'échantillon. Ça, c'est tout court. Tu indiqueras alors les unités internationales des 3 grandeurs mises en jeu dans la relation, et tu vérifieras la cohérence de cette relation d'un point de vue des unités. Ce qui signifie quoi? Que les 2 membres de la relation ont la même unité. Cela s'appelle l'analyse dimensionnelle. Regardons un peu. C'est encore du cours, donc la formule, il faut la connaître par cœur. C'est une des 2 formules. La première formule, c'est N égale M échantillon sur M entité, par cœur. Et petit n égale grand N sur Na, c'est la deuxième formule de ce chapitre. Avec grand N sans unité et Na en mol puissance moins 1 et petit n ici en mol. Voilà. Et Na en mol puissance moins 1. Alors, vérifions que ça, c'est cohérent d'un point de vue des unités. C'est donc qu'on va faire de l'analyse dimensionnelle. Pour vérifier la cohérence de la relation, on doit vérifier que le membre de gauche, c'est-à-dire petit n, et le membre de droite, c'est-à-dire n sur Na, ont la même unité. Vérifions-le. Alors, l'unité de petit n, c'est le mol, M-O-L. Ça c'est, si vous voulez, mol, c'est le symbole de l'unité mol, M-O-L. Ensuite, l'unité du membre de gauche, de droite, pardon. L'unité du membre de droite, donc de n sur Na. C'est l'unité de n sur l'unité de Na. L'unité de n, c'est 1, il n'y a pas d'unité. L'unité de Na, ça on doit savoir que c'est le mol puissance moins 1. Donc, 1 sur mol puissance moins 1, c'est mol puissance 1, c'est-à-dire c'est mol.
Et on constate que mol, c'est bien l'unité de l'autre membre de petit n. Il y a donc cohérence de la relation petit n égale n sur na. Enfin, une remarque, on dit qu'il y a homogénéité de la relation petit n égale grand N sur na. Ce qui veut dire que cette relation est cohérente d'un point de vue unité. C'est ça l'homogénéité d'une relation. Quelque chose qu'il faut retenir. Alors, Q11. En utilisant les questions Q9 et Q10, exprime littéralement la quantité de matière petit n en fonction de m ant, mh et na. Tu indiqueras alors les unités internationales des 4 grandeurs mises en jeu dans la relation écrite et tu vérifieras l'homogénéité de cette relation, c'est-à-dire sa cohérence du point de vue des unités. Regardons un petit peu. On rappelle les relations que l'on a vues dans les questions précédentes et qui doivent être connues, c'est du cours. Grand N égale mh sur m ant et n, petit n égale grand N sur na. Alors, on va combiner ces deux relations. Alors, regardons comment. Que veut-on faire? On veut tirer petit n. Et on va demander petit n en fonction de m entités, mh et na. Donc, on ne veut plus de grand N dans la relation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la relation petit n égale grand N sur na, on va remplacer grand N par son expression, c'est-à-dire mh sur m ant. Regardons ce que ça donne. Alors, on obtient donc petit n égale donc grand N sur na. On remplace grand N par mh sur m ant, qui vient au numérateur, le tout divisé par na. Donc petit n peut aussi s'écrire mh divisé par m ant multiplié par na. C'est des mathématiques très simples. On vient de ne pas se tromper. Qui est la relation attendue avec mh, m ant avec la même unité. Alors les mêmes unités mh et m ant avec la même unité, le kilogramme, et na en mol puissance moins 1. Alors vérifions l'homogénéité de cette relation, c'est-à-dire que l'unité du membre de gauche est égale à l'unité du membre de droite. Alors allons-y. Voilà, vérification d'homogénéité. Alors, l'unité du membre de gauche, c'est n, c'est la mol. Ouais. L'unité du membre de droite, voyons si on va trouver mol. Alors, l'unité de mh sur m ant fois na, c'est l'unité de mh sur l'unité de mh multipliée par mol moins 1. C'est l'unité de la constante d'Avogadro. Alors, vous voyez que les unités de mh, puisque mh et m ant sont exprimées avec la même unité, ça fait 1. 1 sur mol puissance moins 1, c'est-à-dire ça fait bien mol. C'est donc l'unité de n. On vérifie donc l'homogénéité de cette relation. Alors, ensuite, Q12, on appelle masse molaire d'une espèce chimique, quelque chose que vous verrez en première, mais là on le découvre à travers les deux formules que vous connaissez dans le cours. On appelle masse molaire d'une espèce chimique la grandeur grand M qui représente la masse d'espèces chimiques par mol d'entité associée. Alors on demande quelle est l'unité internationale de grand M à partir de la définition qu'on en a donnée. Alors l'unité internationale, voilà, unité internationale de grand M, c'est l'unité de masse divisée par une unité de quantité de matière, puisque c'est la masse par, et par ça veut dire divisé, donc par unité de quantité de matière. Alors quelle est cette unité internationale? Donc la voilà. Dans le système international, eh bien l'unité de masse, l'unité internationale c'est le kilogramme. L'unité internationale de quantité de matière, c'est le mol. Donc c'est kilogramme divisé par mol, soit kilogramme point mol moins 1. Voilà donc l'unité internationale de masse molaire. Alors à partir de là, on demande, en utilisant la question d'avant, ici, on a trouvé une expression littérale, la question Q11, proposer une expression littérale de grand M en fonction de M ant et Na. Vous voyez que M ant et Na sont déjà au dénominateur. Donc,
Regardons un peu. On rappelle donc le résultat obtenu dans la question Q11, voilà. Et puis, eh bien, l'unité internationale du dénominateur. Vous voyez que M et NA sont au dénominateur, d'accord? Et qu'on voudrait savoir quelle est l'expression de M en fonction de M et NA. Alors, si on analyse l'unité internationale du dénominateur, on a donc M fois NA, c'est l'unité internationale de masse, M multiplié par l'unité internationale de NA. C'est-à-dire, c'est le kilogramme, l'unité internationale de masse, c'est pas le gramme, c'est le kilogramme, multiplié par mol puissance moins 1. C'est-à-dire kilogramme mol puissance moins 1. C'est-à-dire, on voit que le dénominateur, de cette expression, a l'unité de masse molaire. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut proposer comme expression littérale pour grand M? Eh bien, ça va de soi. L'expression, c'est grand M égale M ante multiplié par NA. Voilà donc un petit peu un avant-goût de la première. Alors, Q13. Une boisson au cola contient de l'acide phosphorique, espèce chimique, moléculaire de concentration en masse, C égale 0,50 g/litre moins 1. Et la donnée, c'est la masse d'une molécule d'acide phosphorique. La voici en kilogrammes. Réponds alors aux questions suivantes. Calcule une estimation du nombre grand N de molécules d'acide phosphorique présentes dans une bouteille de volume V égale 33 centilitres de Coca-Cola. Alors là, on va revenir un petit peu sur le chapitre sur les solutions. Il faut toujours l'avoir en tête, celui-là. On sait que grand N égale, d'accord, M échantillon sur M entité. Alors, M échantillon, qu'est-ce qu'on va prendre comme échantillon? On va prendre ce qu'il y a dans la bouteille de 33 centilitres, c'est-à-dire la masse d'acide phosphorique dissous dans le volume V, sur la masse d'une molécule d'acide phosphorique. C'est ça la masse d'une entité. Donc, regardons un peu. Maintenant, il va falloir calculer la masse d'acide phosphorique dissoute dans le volume V. Et pour cela, on va utiliser la notion de concentration en masse. On sait que la concentration en masse du soluté acide phosphorique dissous, c'est masse d'acide phosphorique dissous dans le volume de 33 centilitres divisé par V. Donc M échantillon, finalement, qui est la masse d'acide phosphorique, est égal à C fois V. Et on fait le calcul numérique, 0,50 g sur litre fois 33 centilitres fois 10-2 puisqu'on veut du litre, où M échantillon égale 0,17 g arrondi, qui est l'arrondi de 0,165 g, parce que si on n'avait pas arrondi, on aurait trouvé 0,165 g, et l'arrondi par excès. En effet, si on doit garder deux chiffres, on coupe ici, d'accord, et on élimine le 5, et on arrondit par excès. Alors, pour finir, donc finalement, on veut calculer grand N. On a obtenu la masse de l'échantillon, d'accord, c'est-à-dire de l'acide phosphorique qui est dans le volume V. On connaît la masse de l'entité, on va faire le rapport. Alors, on sait que, vous voyez ici, N égale 0,165 g. Alors, on reprend, pour ne pas propager les erreurs d'arrondi, dans la formule, on reprend la valeur non arrondie, 0,165 g. Et on se souvient qu'on n'avait conservé que 2 CS, pas 3, parce que dans 0,165, il y a 3 CS. Et on divise par 1,63 10 puissance moins 25, qui représente la masse de l'entité. Alors, si l'on n'arrondit pas, on va trouver 0,101 multiplié par 10 puissance 22. Or, on sait que, d'après le calcul précédent, on ne devait garder que deux chiffres significatifs. Donc, en haut, c'est comme si on avait deux chiffres significatifs à conserver. Et en bas, on en a trois. D'après la règle des chiffres significatifs, on va conserver au final uniquement deux chiffres significatifs. C'est-à-dire qu'on va mettre la barrière ici, on va supprimer le 1, et on va arrondir à deux chiffres significatifs par défaut,
Et on aura donc 0,10 multiplié par 10 puissance 22 égale 1,0 10 puissance 21 molécules si on utilise l'écriture scientifique. Et ce n'était pas obligatoire. Ensuite, Q14 calcule la quantité de matière petit n d'acide phosphorique contenue dans la bouteille. Alors, là, on donne un élément de réponse. Il va falloir utiliser une formule, et la formule du cours à utiliser, c'est petit n égale grand N sur Na, avec grand N étant le nombre de molécules d'acide phosphorique contenues dans les 33 centilitres que l'on vient de calculer. Donc, on va réaliser l'application numérique, et là, vous voyez que je ressors la valeur non arrondie de nouveau pour ne pas arrondir successivement et obtenir un résultat très imprécis. Donc, on ressort le 0,101 10 puissance 22 résultat précédent non arrondi. C'est comme ça qu'on fait quand on a une succession de calculs divisé par 6,02 10 puissance 23. Et je signale ici qu'on ne devait garder que 2 CS ici, hein, d'accord? Donc on peut le rajouter ici. On va mettre ici 2 CS. Voilà, c'est pour mémoire qu'on doit garder 2 CS et pas 3. Donc, pour savoir combien de CS on va garder sur le résultat non arrondi que vous voyez là, eh bien, on a 2 CS au numérateur, 3 CS au dénominateur. Au final, on ne gardera que 2 CS. Donc, on met une barrière ici, on barre tout le reste. Et comme le chiffre qui vient après le 6 c'est 7, et c'est 7 donc supérieur ou égal à 5, on va arrondir par excès avec 2 CS. Voilà. Donc, finalement, on va obtenir, on sait qu'au final, on va conserver donc 2 CS, 0,017 multiplié par 10 puissance moins 1 égale 1,7 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 10 moins 1. Donc, si je veux mettre de l'écriture scientifique, hein, j'aurais pu garder ce résultat-là, hein, égale ici 1,7 10 moins 3 mol. Et là, vous voyez apparaître une unité sous-multiple de la mol, puisque vous avez ici multiplié par 10 moins 3, c'est du millimol. Donc, c'est 1,7 millimol. Voilà.